J'habite entre Paris et un petit village à côté qui s'appelle Briné. Et en mars 2020, j'ai eu des symptômes comme ça qui sont arrivés. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai perdu le goût, l'odorat, j'étais fatigué. Et puis ça s'est remis assez vite, au bout d'une semaine. Et là, j'ai appris par les médias que ça pouvait être le Covid. Donc j'ai fait une sérologie. Et effectivement, j'ai vu que j'avais des anticorps, donc j'ai bien fait un Covid. Et voilà, mais je me suis dit, comme j'avais un taux d'anticorps qui était très très élevé, bon, j'ai dit l'histoire elle est pliée, c'est bon, je peux continuer ma vie sans me soucier de rien. Et puis petit à petit, c'est vrai que quand j'allais dans le jardin, je commençais à fatiguer très vite, je manquais de jus, je disais bon, je vieillis, mais c'est quand même pas normal. Et puis j'ai eu des problèmes pour respirer, j'avais des problèmes de tachycardie, et surtout, dès que j'avais un moment de stress ou de contrariété, j'avais la tension qui montait à 20, 22, un truc comme ça. Donc j'ai dit, bon, ça c'est quand même pas normal. J'avais des électrocardiogrammes qui étaient parfaits. Donc les médecins me disaient, on ne sait pas quoi faire, te donner quoi, des trucs pour faire baisser un peu la tension, comme ça, mais c'est tout. Et puis, après j'ai fait partie donc, du collectif de Vierzon. Et un jour, j'entends parler donc Jean-Jacques, le médecin qui en fait partie, qui dit oui, et puis maintenant on commence à déceler qu'il y a des Covid longs. Et ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'essoufflement, ça peut être de la tachycardie, ça peut être de la tension. J'ai dit, c'est exactement ce que j'ai, quoi. Donc il m'a dit, bon, si c'est ça, on va essayer un traitement. Et le traitement, ça a été de prendre de la vitamine C, de la vitamine D et de l'ivermectine. Donc on a fait une cure de 5 jours, et au bout de cette cure de 5 jours, tous les symptômes sont partis. Alors après, au bout d'un moment, c'est un peu revenu, donc j'ai refait une deuxième cure, et là, ça a été terminé. Voilà. Donc c'est pour dire que cette ivermectine, c'est quand même assez incroyable, parce que ça fonctionne sur plein de pathologies. Lui-même a vu que ça fonctionnait sur plein d'autres pathologies, comme des maladies inflammatoires, des problèmes musculaires. Et le côté positif, c'est qu'il n'y a strictement aucun effet secondaire. Donc c'est quelque chose qui doit être encadré. Bien sûr, on ne doit pas les prendre comme des petits bonbons, mais c'est quand même assez anodin. Et je ne comprends pas qu'on ait interdit aux médecins pendant justement la crise Covid de ne pas prescrire ce genre de truc, quoi. Parce que ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, tant pis, mais il y a toutes les chances que ça marche. Et donc, c'est presque un crime de l'avoir interdit, quoi, parce que franchement, le résultat, il est là, c'est qu'aujourd'hui je suis bien, je suis en pleine forme, et j'ai plus ces symptômes qui persistaient, qui m'ennuyaient, quoi, voilà. Surtout la tension, hein. Donc voilà, je dis que l'ivermectine, c'est un bon plan. Alors, c'est vrai que maintenant, on peut l'obtenir assez facilement sur ordonnance. Bizarrement, il y a des pharmacies qui la remboursent, d'autres non. Ceux qui ne la remboursent pas, ça coûte quand même assez cher, parce que si vous faites 2 cures, ça coûte quand même 150 € minimum, et pas tout le monde peut se le payer. Donc nous, on a trouvé une filière, on l'importe, pour rien du tout, et on la distribue gratos. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Joël. Je suis membre d'un collectif qui s'appelle donc le collectif Antipasse 67. Donc nous on est basé à Strasbourg. Je suis là avec Cynthia qui fait également partie de ce collectif. On est un collectif qui est né donc suite aux annonces d'Emmanuel Macron qui le 12 juillet 2021 a décidé de mettre en place en France le pass sanitaire. Un pass sanitaire qui a permis de stigmatiser encore davantage les personnes non vaccinées, puisque les non vaccinés n'avaient pas la possibilité de se rendre dans les bars, restaurants, cinémas, etc. Donc en juillet 2021, les médias annonçaient environ 34 millions de personnes en France doublement vaccinées. Avec le pass sanitaire, on est monté quasiment à 54 millions. Voilà, donc 20 millions de personnes en plus. Donc pendant l'été 2021, moi-même au travail, j'ai pu constater le nombre de personnes qui décidaient de s'injecter ces produits pour aller en vacances, ou tout simplement, j'ai le cas d'une maman, c'était pour emmener ses enfants dans un parc d'attractions.
Voilà, elle a eu des effets, naturellement, elle a eu des effets indésirables par la suite. Là, elle va mieux, mais donc je lui souhaite le meilleur naturellement pour la suite. Donc suite à ces annonces du 12 juillet 2021, il y a des manifestations qui ont eu lieu dans toute la France. Nous, à Strasbourg, on était environ 15 000 personnes dans les rues. Et suite à ça, suite à toutes ces rencontres qu'on a fait, est né le collectif Antipass 67. Nous avons rédigé une charte au courant de l'année 2021. Donc on réclamait notamment la suppression des passes sanitaires. Puis début 2022, le pass sanitaire est devenu pass vaccinal. Nous demandions également la réintégration sans condition des salariés qui ont été suspendus, pompiers, soignants, etc. Voilà, nous demandions également une liberté vaccinale avec un consentement libre et éclairé. Et nous voulions également que les laboratoires soient pleinement responsables des effets indésirables qui sont liés aux injections. Voilà, je voulais juste rappeler que la politique vaccinale reposait quand même beaucoup sur le fait que ces injections devaient empêcher la transmission du virus. Mais on sait maintenant que cet argument est totalement faux. En octobre 2022, lors d'une réunion au Parlement, la vice-présidente de Pfizer, Janine Small, a avoué clairement que le vaccin anti-Covid n'avait pas été testé sur sa capacité à empêcher la transmission du virus. Donc nous sommes les victimes d'une vaste fumisterie, et je pèse mes mots. Donc depuis l'été 2022, le collectif Antipass 67 de Strasbourg a organisé des manifestations donc en soutien au personnel suspendu et également pour dénoncer les effets indésirables liés à ces injections, pour rendre hommage aux victimes de ces injections. Depuis l'été 2022, nous sommes actuellement à environ 20 manifestations organisées dans le Bas-Rhin et quelques-unes dans le Haut-Rhin. Voilà. Donc essentiellement dans le Bas-Rhin, nous étions beaucoup sur Strasbourg, le collectif étant basé à Strasbourg, mais on se rend également dans des communes un peu plus petites comme Agno, qui a 35 000 habitants, ou Aubernais et Célestat, qui sont des communes d'un peu moins de 20 000 habitants. Nous allons nous rendre bientôt chez nos amis vosgiens, puisqu'on est en partenariat également avec nos amis de l'Union Fait la Force 88 et des Parents en Colère Vosges, pour mener également ce type d'action. La dernière action qu'on avait, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, nous étions place d'Austerlitz à Strasbourg. Environ 70 personnes sont venues, voilà, pour nous donner un coup de main. Donc nous, on distribue les tracts de l'association Solid Éclat. On affiche le portrait des différentes victimes. Voilà, et puis que ce soit Cynthia ou moi, on aura toujours un discours voilà, qui invite à dénoncer les effets indésirables à la pharmacovigilance. On rend hommage aux victimes. On parle des associations de victimes, l'association à victimes de Mathieu Dubois qui a parlé ce matin, les Désenfantés avec Dominique Bodino, ou l'association Verity France. Voilà, sinon je fais également partie d'un autre collectif qui est basé à Agno, donc 30 km au nord de Strasbourg. Donc c'est un collectif qui est né lorsque, effectivement, au même moment, au moment de l'annonce du pass sanitaire. Donc vu qu'on ne pouvait plus aller dans les bars, en fait, on a décidé de faire des apéros libres en extérieur. Et on a été très touchés par le témoignage des gens qui sont venus pour nous dire « Vous nous avez sauvé la vie ». Vous nous avez sauvé la vie par le soutien moral que vous nous apportez, car des gens nous ont même dit qu'ils auraient été capables de se foutre par la fenêtre ou de se suicider parce qu'ils n'avaient pas de soutien moral. Et ces apéros libres sur Agno, par exemple, ils ont débuté donc en juillet 2021. 2 ans et demi après, ces apéros libres ont toujours lieu. On est entre 30 et 70 personnes tous les mercredis soirs à Agno. Voilà, et je passe un grand coucou au Loup de la Liberté si jamais il voit cette vidéo. Voilà, je remercie donc également les associations et collectifs qui viennent nous aider. L'association, le syndicat Liberté Santé, Marc Heinrich est le référent de Ventès du syndicat Liberté Santé. Il y a également le collectif Action 200 Belgique avec notamment Marc Gérombault qui vient témoigner lors de nos statiques.
Je fais un coucou à Julia Walter, qui était juste là avant, qui est de notre secteur, elle est du Bas-Rhin et elle vient témoigner des effets secondaires qui sont liés à la double injection de Pfizer qu'elle a reçue. Voilà, sinon juste pour finir, on est face certainement à l'un des plus grands, ou si ce n'est le plus grand scandale sanitaire de tous les temps. Et nous, en Alsace, on est un peu butés. On est même carrément butés parce que ces actions, on va les continuer, on lâchera jamais. Et je pense que vous non plus, on continue la lutte. Et c'est tout. On lâche rien. Alors, bonjour, je m'appelle Hervé Zeligman. Je vais vous parler d'un sujet important. C'est que depuis 2021, on parle de divergence, de différence entre toxicité de différents lots de production des vaccins. Et probablement qu'il y a, mais quelque chose qui est venu, l'idée c'était qu'il y avait des lots placebo. Et j'aimerais bien vous montrer des choses dès que le projecteur fonctionnera. Et en fait, pour vous le dire en très court, j'ai pas vu d'indication qu'il y a des lots placebo. Les différences entre les lots, la raison principale, c'est le temps depuis quand on utilise ce lot. C'est-à-dire un lot qui est utilisé depuis 2 ans, il y a une longue cumulation d'effets secondaires. Les lots qui viennent d'être utilisés il y a quelques mois, il y a peu. Et donc en fait, ce qu'on a cru être des lots placebo, ce sont des lots en fait utilisés récemment. Ça c'est le premier résultat. Et c'est basé principalement sur une étude qui a été publiée en mars 2023, il y a presque un an, une étude danoise, tout le monde a entendu ça, beaucoup de gens ont dû voir ce graphique, avec les points bleus qui indiquent des lots où il y a une forte toxicité, donc beaucoup d'effets secondaires qui ont été rapportés pour le nombre d'injectés. Les lots à taux de toxicité intermédiaire, c'est les points verts que vous voyez, et les jaunes où il n'y a presque rien. Et donc les jaunes, on pensait que c'était des lots placebo. Et j'ai fait une analyse similaire, mais pas sur des données danoises, mais mondiales, et j'ai reçu à peu près le même résultat que ces gens du Danemark. Mais en fait, c'était faux. J'ai eu d'autres données, en fait j'ai eu le temps depuis la date d'expiration du lot pour les mêmes données danoises que vous voyez là en haut, le même graphique qu'avant. Et en fait les lots bleus, qui donc à forte toxicité soi-disant, c'était en fait, c'était les lots les plus anciennement utilisés. Les intermédiaires, c'était au milieu du point de vue du temps. Et les lots qu'on pensait être placebo, en fait, ce sont des lots qui sont relativement récemment en utilisation. Deuxièmement, en fait, vous voyez, il y a plus d'effets secondaires rapportés parce que j'ai interrogé les banques de données plus tard et il y a des lâchers de données par lot à un moment, disons tous les 6 mois. Et donc, les lots placebo, c'est des lots qui sont avant le premier lâcher. Donc ils ne sont pas placebo, c'est simplement un artefact administratif de comment gérer les big data. Et donc ça c'est un premier message. J'ai refait l'analyse des lots. Vous avez entendu parler du lanceur d'alerte de Barry Young de Nouvelle-Zélande qui a lâché en octobre 2023 des données sur 4 millions de personnes qui ont eu des injections en Nouvelle-Zélande. Et là, il y a 125 lots. Pour toute la Nouvelle-Zélande, j'ai analysé les mortalités pour la Nouvelle-Zélande de ces 125 lots. Et ce que vous obtenez, ce que je vous montre là, c'est 2 analyses en entonnoir, c'est comme ça que ça s'appelle, et qui montrent que la moyenne de mortalité que vous obtenez, qui est 3 fois et demi la mortalité normale, le point noir, pardon, pas le point noir, la ligne noire que vous observez, c'est la moyenne pour tous ces lots. La ligne jaune, c'est la normale, c'est ce qu'on s'attendrait si les gens n'étaient pas injectés, d'après des données de 2020, donc d'un an avant le début des injections pour la Nouvelle-Zélande. Et ce que vous voyez, c'est les lots qui ont très peu de gens injectés, donc qui n'ont pas été beaucoup injectés, c'est sur le côté droit de l'axe horizontal. Vous voyez 5000, il y a 5000 personnes injectées, 10 000, c'est 10 000 personnes injectées, et ainsi de suite. Et en axe des Y, en axe vertical, c'est l'excès de mortalité.
Et l'excès de mortalité, il varie énormément pour les lots où il y a peu d'injectés, c'est-à-dire que vous avez un biais d'échantillonnage, beaucoup d'erreurs dues à l'échantillon, et plus le lot devient grand, et plus vous vous rapprochez de la moyenne réelle. C'est ça ce qu'on appelle une analyse en entonnoir. Quand les données se distribuent de cette façon-là, en entonnoir, ça s'appelle, en fait, il n'y a pas d'effet de variation anormale entre les lots. C'est simplement, ils sont tous, leurs variations s'expliquent surtout par des différences de taille d'échantillon. Avec 100 personnes, on ne peut pas bien évaluer une moyenne. Avec 10 000, on peut mieux. Avec 100 000, encore mieux. C'est ça ce que vous voyez ici. Par contre, ce que vous voyez aussi, c'est qu'en moyenne, vraiment, il y a 3,5 fois plus de morts que la normale, pour la première dose et aussi pour la deuxième dose. Et j'ai fait la même analyse pour les 3e et 4e doses, et ainsi de suite. Dernier point à vous dire, par contre, il y a réellement un effet de l'eau au niveau de la toxicité, mais qui est continu, donc pas de l'eau placebo. Ils sont tous environ une variation normale autour de 3,5 fois la mortalité normale, mais vous voyez que le même lot, s'il est injecté en tant que première dose ou en tant que deuxième dose, troisième dose, etc., il peut être, disons, un lot relativement peu toxique, qui soit injecté en première dose, en deuxième dose, troisième dose, etc., il sera systématiquement parmi les relativement peu toxiques, en dessous de la moyenne. De même, le lot qui est relativement toxique, plus toxique que la moyenne, il va rester au-dessus de la moyenne. Mais vous avez une gradation qui est continue, donc par placebo et autres, vous avez un peu plus toxique, un peu moins toxique. Et c'est ce que vous voyez dans le graphique de droite, avec une sorte de droite. Les lots très toxiques en tant que deuxième dose sont aussi les très toxiques en tant que 5e dose, et vice-versa, les moins toxiques restent les moins toxiques. Et donc, le tableau en haut avec le jaune vous montre les corrélations entre toutes les combinaisons possibles de l'eau, d'injection, et il y a presque toujours une corrélation positive entre eux. Donc, ce que je vous dis, c'est que de façon systématique, les lots peuvent être plus ou moins toxiques, donc il y a une toxicité, un degré de toxicité spécifique au lot, mais ce n'est pas des différences catégoriques du style placebo, pas placebo. C'est tous plus, donc ça vous reflète des concentrations de choses qui intoxiquent les gens, qui peuvent être plus ou moins grandes, comme de l'ADN plasmidique, ou le fait que l'ARN, il s'est dégradé suite à un mauvais environnement, trop de température, donc moins d'ARN, donc moins de gens malades. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.